On va commencer évidemment par la joie des familles des otages, parce qu'évidemment c'est cela que nous célébrons ce soir, l'explication et surtout l'émotion avec Julia Ferrante. Après plus de 2 ans, ils peuvent enfin serrer leur fils dans les bras. Ethan Mor, 25 ans, fait partie des 20 derniers otages vivants relâchés par le Hamas ce matin. Des pleurs de soulagement pour la mère de Matan Zangoker, elle aussi désormais réunie avec son fils. Quelques heures plus tôt, elle avait pu lui parler au téléphone pour la première fois depuis 2 ans. Matan, tu ne vas pas y croire, mon amour, tout ira bien. Il n'y aura plus de guerre, vous allez tous rentrer à la maison. Tout le monde, mon amour, c'est fini. La guerre est finie. Cette fois, les libérations se sont faites sans mise en scène du Hamas, comme l'exigeait l'accord de trêve. Dès leur libération, chacun des otages a été transporté à l'hôpital Ishilov pour examen médical. Sur la place des otages, les scènes de liesse se multiplient au fur et à mesure de l'arrivée des derniers captifs. C'est tout un pays qui, 2 ans après le massacre du 7 octobre, voit ses derniers enfants rentrer à la maison. Voilà pour la joie évidemment des familles et des otages. Régine Delfour, vous êtes sur place avec Thibaut Marcheteau à Tel Aviv. Il y a beaucoup de joie aujourd'hui, mais il y a aussi les dépouilles des otages qui sont morts en captivité et qui n'ont pas été restitués aux familles. Oui, absolument, Laurence. Il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi cette inquiétude, puisque dans cet accord, il y avait 48 otages qui devaient rentrer en Israël. Donc il y a eu les 20 otages vivants. Ça, c'est un soulagement, évidemment, pour toute la population. Mais il y a les 28 corps des otages. Alors on sait que la Croix-Rouge a remis à la Tzal, à l'armée israélienne, 2 corps. Il était censé y avoir 4 corps remis. Et pour le moment, il n'y a que 2 corps, en fait, qui ont été remis. Donc l'inquiétude est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le Hamas dit qu'en fait, ils ont des difficultés à trouver les corps. Au début, ils avaient parlé de 9 corps, mais là, ça devient beaucoup plus important. Il semblerait qu'ils fassent intervenir des experts pour pouvoir retrouver les corps. Et ça, c'est une énorme inquiétude, Laurence, par rapport à ça. Et puis, donc, il y a cette libération. C'est un jour historique, mais ce n'est pas la fin, puisque vous savez qu'il y a la nouvelle phase avec le démantèlement, notamment du Hamas. Mais il y a aussi la société civile qui est totalement meurtri. On parle aussi d'une génération sacrifiée, puisqu'il y a près de 914 soldats, des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont été tués pendant cette guerre. Il y a aussi, vous l'avez souligné, de nombreux suicides en Israël. Donc il va falloir maintenant désormais réapprendre après ce 7 octobre 2023. Réapprendre à vivre. Merci beaucoup, Régine Delfour, vous avez raison. Il faut réapprendre à vivre, et c'est pas simple. Je disais que, et vous l'avez confirmé, un rescapé s'est donné la mort après cette semaine, parce que parfois vivre le retour à la normale est plus compliqué que la captivité. On pense évidemment à tous ces familles qui sont à la fois dans la joie et dans le désespoir pour ceux qui ne sont pas rentrés. On va juste écouter Donald Trump. Il était le héros aujourd'hui en Israël. Il était à la Knesset, qu'il a applaudi debout. Écoutez-le affirmer que c'est la fin de l'âge de la terreur dans la région. Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin de l'âge de la terreur et de la mort, et le début de l'âge de l'espoir, de la foi et de Dieu. C'est le commencement d'une grande concorde harmonieuse pour Israël et toutes les nations qui font partie de cette merveilleuse région. Je pense que nous avons là l'aube du Moyen-Orient. J'aimerais remercier un homme très courageux qui a été essentiel pour concrétiser ce jour. Vous savez de qui je parle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Voilà Donald Trump qui félicite Benjamin Netanyahou. Gauthier Lebret, une journée historique évidemment au Proche-Orient, avec ce sommet en Égypte aussi qui se poursuit. Absolument, une journée très émouvante, et le discours aussi de Benjamin Netanyahou à la Knesset, dithyrambique sur le président américain. Évidemment, le contraste avec la politique française et le poids de la France fait terriblement mal, puisque Trump, ça ne marche pas à tous les coups. Sa volonté d'imposer la paix
partout dans le monde. Avec évidemment Poutine, ça n'a pas fonctionné pour l'heure. Enfin, le chancelier Merz lui demande même de régler la guerre en Ukraine. Mais c'est devenu l'homme de la paix. Ça fonctionne plus que ça ne rate. C'est-à-dire que Pakistan-Inde, ça a fonctionné, ça aurait pu être un conflit nucléaire. Azerbaïdjan-Arménie, ça a fonctionné, ça s'est signé dans le bureau ovale. Et aujourd'hui, la libération de tous les otages, alors qu'il était déjà responsable d'une première vague de libération au moment où il entrait à peine dans le bureau ovale. Et ce que disait Benyamin Netanyahou, c'est que dès qu'il est retourné dans le bureau ovale, ça a tout changé. Et non seulement la France n'a pas joué un rôle dans cet accord en 20 points, mais pire que ça, la diplomatie américaine et la diplomatie israélienne accuse Emmanuel Macron d'avoir fait retarder l'accord Trump en reconnaissant un État palestinien parce que ça a renforcé le Hamas. Et ce qu'a dit Benyamin Netanyahou aujourd'hui, et même Trump, c'est que les bombardements iraniens, que la France non plus n'a pas soutenus, a permis cet accord. Parce que si les bombardements de l'Iran. Oui, contre l'Iran. Oui, c'est ça. Parce que si... Américains sur l'Iran. Oui. Si Trump et Israéliens, si Trump n'avait pas bombardé l'Iran, évidemment, l'Iran aurait eu la bombe atomique et ça aurait complètement renforcé le Hamas parce que, évidemment, en lien avec l'Iran. Donc la France, en fait, a fait n'importe quoi et n'a pas joué un rôle dans l'accord de Trump. Ça, c'était la politique, vous avez raison, il faut en faire. Julien Drey, votre première réaction, c'est d'abord, j'imagine, la joie. Oui, la joie et en même temps une pensée pour ceux qui ne sont pas revenus et notamment les corps qui ne sont pas rendus. Et d'ailleurs, on cherchera à savoir s'ils vont les rendre et s'ils ne les rendent pas, pourquoi ils ne les rendent pas. Israël a libéré plus de 2000 détenus aujourd'hui. Voilà, donc je crois qu'on est partagé par ce sentiment-là. Je pense... pour tous ceux qui ont vécu le 7 octobre et toutes ses conséquences, c'est très intime, et notamment pour tous les juifs du monde entier, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc cette joie et cette exaltation qu'on a vue sur les visages, elle renvoie à tout ce qui vient de se passer depuis 2 ans. Alors ça efface pas tout, mais voilà. Mais si vous me permettez, je dirais une chose dans ce jour particulier. Il n'y aura pas de pardon. En tous les cas, de ma part, il n'y aura pas de pardon. Pour tous ceux qui, pendant ces 2 années, ont craché sur le peuple juif, sur la terre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la vengeance, c'est pas notre sentiment, mais on n'oubliera pas. Et j'oublierai pas, et je crois qu'on va être nombreux. Vous pensez à qui, Julien Drey ? Je pense à toutes ces forces politiques, à tous ces individus qui, y compris encore dans les heures qui viennent de s'écouler, sur la toile, continuent à, je dirais, à donner toutes les interprétations possibles, et qui d'ailleurs, devant des évidences, parce que ce qui s'est passé ces 2 derniers jours est assez intéressant. On nous a dit, on demande le désarmement du Hamas. Mais regardez le fait que le Hamas garde des armes, ce que ça produit. Bien sûr. Parce que ce sont les armes du Hamas qui assassinent aujourd'hui les Gazaouis qui voudraient s'émanciper ou sortir de cette dictature. Et c'est à nouveau la tentation très forte de réinstaller ces bandes-là. Voilà, donc c'est ce sentiment-là. Donc vous ne pardonnez pas à ceux qui ont parlé de génocide, qui ont parlé de déportation pour la flottille à Gaza, par exemple. Moi, je ferai une flottille aujourd'hui pour libérer Gaza du Hamas. Si vous voulez, pour aller aider tout les peuples là qui sont aujourd'hui sous cette contrainte-là. Et puis, si vous me permettez, ça c'est la politique qui reprend le dessus. J'ai regardé le show de Trump à la Knesset, et franchement, bon, après on peut critiquer, avoir des choses, mais ce type est incroyable, quoi, incroyable, parce qu'il parle 1 heure sans notes, il parle de tout le monde, c'est comme si c'était une conversation à la maison. Il se permet même de dire bon, pour les cigares et le whisky et le champagne, vous pouvez lui pardonner. Quand même, vous avez vu ce qu'il a fait, et tout le Parlement se lève et applaudit. Voilà. Donc, je sais que ça va écorcher peut-être la bouche de certains, mais moi je le dis. Bonne conscience de gauche. De gauche ou de droite. Je dis, il a été là et il a fait le job. Voilà. Alors, je faisais une remarque après. Moi, j'étais par ailleurs au fond de moi-même quand même un peu triste, parce que j'aime la France et j'aurais aimé qu'elle soit au centre de ce qui s'est passé. Et elle ne l'était pas aujourd'hui. François Pupponi. Non, moi j'ai bien sûr beaucoup d'émotions de joie, mais je le disais tout à l'heure, ce qui est impressionnant, mais pour bien connaître Israël et le peuple juif, c'est qu'ils avaient annoncé, ils avaient dit on lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Tant qu'il y en a un qui sera encore détenu, on ira le libérer. Personne ne les croyait vraiment en disant mais c'est pas normal, c'est scandaleux. Ils sont mis au banc des nations, parce que c'est ça, Julien a raison de dire que il faut voir ce qui a été dit, ce qu'on a pu raconter, et ils ont tenu bon. Parce que de toute façon, ça fait partie de leur ADN. C'est d'aller jusqu'au bout, de n'en abandonner aucun. Et moi, je dis bravo. Voilà. Après, ils l'ont fait grâce à Trump, qui a su l'entendre et le comprendre. Mais voilà, c'est aussi la leçon qu'ils ont donnée aujourd'hui. Rachel Kahn, rapidement, sur cette journée extraordinaire. Extraordinaire.
on se force un petit peu à rester en joie, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire vraiment de mettre la lumière sur ceux qui sont revenus, même s'il y a une douleur et une tristesse à l'intérieur. On est passé enfin au 8 octobre, après 2 ans bloqués dans le 7 octobre. Et effectivement, c'est pareil que Julien, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas parce que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, c'est ce qui s'était déjà passé en France et en Europe dans les années 40, et on n'oubliera rien parce qu'on n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier les personnes qui sont tombées, les victimes, les femmes, les personnes dans les kibbutzim, les soldats. Et aujourd'hui, moi je suis marraine du Keren HaYesod, aujourd'hui il va falloir reconstruire Israël pour que Israël vive. Si vous me permettez, je voudrais faire rapidement, une remarque. Julien. J'ai entendu beaucoup de choses sur CNews. On me reproche souvent d'y venir, les qualificatifs. Mais moi je voudrais remercier la chaîne. Parce que pendant 2 ans, elle a tenu bon. Parce que vous-même, et je vous en remercie, chaque fois que je venais, vous rappeliez le sort des otages. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce courage-là et cette force-là. Donc je leur dis bravo. Merci. Toda Rabba. Merci. Punchline, 18h, 19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel et Rachel Kahn. On a le plaisir d'accueillir ce soir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'est vous que j'avais envie d'entendre ce soir, Bernard-Henri Lévy, pour évoquer ce jour de joie en Israël, puisque 20 otages vivants ont été libérés. On va juste écouter un tout petit extrait des retrouvailles des familles et vous allez me dire votre sentiment. Peut-être qu'il est mélangé, ce sentiment, à la fois de la joie, mais encore de l'inquiétude. On écoute d'abord ces familles qui se retrouvent. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Voilà, pour ces pères qui retrouvent leurs fils, ces mères qui retrouvent leurs fils, c'est un moment de joie avant tout, Bernard-Henri Lévy. Écoutez, c'est un moment bouleversant. Ça fait... Moi, je suis de ceux qui, depuis 2 ans, attendent ce moment. Chaque matin, chaque soir, j'y pense à toutes les heures du jour, évidemment. C'est un moment extraordinaire. D'accord. Extraordinaire. D'émotion, de grandeur, voilà, une victoire aussi, une victoire morale, une victoire politique, une victoire spirituelle. Enfin, c'est une grande, grande, grande victoire et un grand bonheur. Une victoire de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Bah oui. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, il faut reconnaître quand les choses sont vraies, il faut les reconnaître. Je suis loin d'être un partisan de Donald Trump, mais je dois dire que là, il a réussi. Et il a réussi d'ailleurs pas par grâce divine, il a réussi parce qu'il a eu l'intuition politique juste, c'est-à-dire pour la première fois, il a fait un geste très simple. Tout le monde jusque-là faisait pression sur Israël, soir et matin, pression sur Israël. La France en premier. Et lui, là, il a fait pression sur le Hamas. Et encore mieux que sur le Hamas, il a fait pression sur ceux qui ont barre sur le Hamas, c'est-à-dire le Qatar, l'Égypte, la Turquie. Et ça, c'était la bonne idée. Parce qu'à la minute même, le Hamas a été menacé d'asphyxie, l'a senti et a plié. En tout cas, pour l'instant. Absolument. Et justement, on en est, une nouvelle phase s'ouvre désormais. On a parlé des otages vivants. Tout de même, rappelons que les dépouilles des otages qui sont morts en détention n'ont pas été rendues. Seulement 2 pour l'instant ont été remises à Tsahal. Ça, c'est aussi une part de l'accord que le Hamas n'a pas respecté, Bernard-Henri Lévy. Oui, et vous savez, non seulement c'est une part de l'accord, mais c'est très important. Je suis pas sûr que les gens comprennent toujours pourquoi c'est si important pour Israël de récupérer les dépouilles des otages morts. C'est que justement, pour Israël, dans la tradition juive, mais au fond, dans la civilisation en général, c'était pareil à Athènes à l'époque d'Antigone et de Créon. Un corps sans sépulture, c'est une malédiction. Un corps, c'est
pas seulement un corps. Un corps, c'est pas juste une dépouille. Vous savez, il y a un mot dans la tradition juive qui dit qu'il y a un honneur des corps, un kavod du corps, et du corps mort. C'est parce qu'il est l'enveloppe de l'âme, parce que l'âme est condamnée à errer tant que le corps est abandonné ou livré aux chiens. Donc ça, c'est un principe dont Israël, aujourd'hui, est un des gardiens, mais qui est à la base des civilisations. Antigone, quand elle se révolte contre Créon, dans la fameuse pièce de Sophocle, elle se révolte pourquoi? Parce que Créon a décidé de ne pas enterrer Polynice. Créon a décidé que, pour le punir de s'être rebellé contre son pouvoir, il laisserait Polynice abandonnée au chacal. Eh bien, elle préfère mourir plutôt que de laisser Polynice sans sépulture. Donc, pour Israël, c'est capital. C'est pas seulement une question juridique qu'il y a un accord et que c'est la phase 2 ou la phase 3. C'est que c'est au cœur de l'âme d'Israël et je crois des grandes civilisations. Pour autant, est-ce que la solitude d'Israël est brisée? Vous avez écrit un livre là-dessus. Israël a été mis au banc des nations pendant ces 2 années de guerre, notamment à Gaza. Est-ce que le piège qui s'est refermé sur Israël le 7 octobre 2023 s'est entrouvert à nouveau, Bernard-Henri Lévy? Peut-être, j'ai eu ce sentiment-là, c'est bien de le dire ainsi. J'ai eu ce sentiment depuis un jour ou deux. Et pour une raison simple, c'est que Israël a tenu bon. Mis au banc des nations, conspué, diffamé, nazifié, accusé de toutes les abominations, de créer la famine, d'être responsable d'un génocide. Et Israël a tenu bon. Et Israël a tenu bon pour 2 raisons. 1, pour ramener, donc vivants ou morts, ses otages. Et 2, parce qu'Israël savait qu'il jouait une histoire de vie ou de mort. Que si le Hamas n'était pas défait, ce tout petit Israël, ce tout petit pays, était condamné. Voilà. Et donc cette idée d'un Israël courageux, de soldats de Tsahal qui sous les crachats du monde, ont continué de faire ce qu'ils avaient à faire, je crois que ça a fini en effet par impressionner un certain nombre de gens. Et on le voit à Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh, il n'y a pas que Donald Trump, il y a du monde. Et les États arabes de la région qui, je pense, reconnaissent une certaine grandeur à cet acharnement d'Israël à défendre son droit. Benjamin Netanyahou a souvent dit qu'Israël était la pointe qui avançait de la lutte contre l'islamisme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y en a d'autres, des pointes avancées. Mais bien sûr, Israël joue 2 parties. Sa propre survie. Encore une fois, Israël est si petit et entouré de voisins si puissants et si toxiques et si nocifs. Et par parenthèse, je ne suis pas sûr que la partie soit terminée avec l'Iran. On en reparlera, hélas, peut-être dans quelques semaines. Et puis Israël, oui, joue une bataille de civilisation. Je vous en donne un exemple, cette question des morts, c'est des dépouilles, c'est extrêmement intéressant. Là, on est au cœur d'une bataille de civilisation. Est-ce que le Hamas se soucie de ses propres morts? Est-ce qu'ils en font une question de principe et de morale? Je ne suis pas sûr. Donc, bien sûr, Israël est à la pointe d'une vraie bataille contre la barbarie, contre la cruauté et pour la dignité de l'humain. C'est ça qui se joue depuis 2 ans. Au corps défendant d'Israël, je crois qu'Israël se passerait bien d'être cette pointe avancée d'un combat contre l'islamisme et la barbarie. Mais enfin, ce rôle, cette fatalité, ce rôle lui incombe, il l'assume. Louis Dranel, peut-être une question sur la position d'Emmanuel Macron et de la France. Oui, alors avant cette question, Bernard-Henri Lévy, une question par rapport, on a vu les scènes de réjouissance, mais on entend aussi les voix un peu d'inquiétude, notamment par rapport à la question de Gaza. Est-ce que Gaza sans le Hamas, c'est réellement possible? Est-ce que une nouvelle administration de l'autorité palestinienne, c'est possible? Il y a aussi toutes ces questions qui sont posées. Comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ça? Je me situe, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas imaginer un Gaza qui reste sous la férule du Hamas. Et regardez ce qui s'est passé depuis ce matin, depuis quelques heures. Les règlements de compte ont commencé. Le Hamas a commencé de liquider
des soi-disant collaborateurs d'Israël, c'est-à-dire des candidats, des postulants au pouvoir, et la guerre civile commence. Donc, de quelque manière que vous preniez le problème, en termes de politique intérieure palestinienne ou en termes de danger pour Israël, il est impensable que le Hamas demeure d'une manière ou d'une autre aux commandes de quoi que ce soit. Et ça va être la partie la plus difficile de l'affaire. Aujourd'hui, évidemment, et à juste raison, moi le premier, tout le monde pavoise, tout le monde est heureux, tout le monde exulte. Mais à partir de demain, la partie la plus délicate de l'histoire va commencer. Comment désarmer le Hamas ? Comment contraindre ces derniers commandants à l'exil ? Comment les faire sortir des tunnels ? Comment faire en sorte qu'ils reconnaissent leur défaite ? Et c'est très important parce qu'en reconnaissant leur défaite, ils briseront cette espèce d'aura maléfique dont ils jouissent dans la région, dans le reste du monde arabe, et parfois dans la rue occidentale. On parle toujours de la rue arabe, mais il y a aussi la rue occidentale, où le Hamas apparaît comme une force de résistance. Donc, il est capital pour tout le monde, y compris à Paris, y compris à New York, que le Hamas soit défait, que sa défaite soit sans conteste. Voilà. Et ça, c'est ce qui se joue à partir de demain. Et sur la position d'Emmanuel Macron. Et sur la position d'Emmanuel Macron. Cette reconnaissance d'un État de Palestine. Est-ce que c'était pas contre-productif ? J'en ai parlé ici même à vous. Je vous ai dit, j'ai toujours dit que ça me paraissait et je l'ai dit surtout à lui-même, dans un dîner dont la presse s'est fait l'écho, où j'étais pas seul, où j'étais face à mon camarade Finkielkraut qui lui trouvait que c'était une très bonne idée de reconnaître les Palestiniens. Moi, j'ai dit en face au président Macron que je pensais que c'était une idée funeste, que maintenant, ça servait à rien et que ça allait dans le mauvais sens. Un État palestinien, le jour où le Hamas sera effectivement éliminé, le jour où l'autorité palestinienne sera refondée de fond en comble, le jour où il y aura une nouvelle autorité qui émergera, là oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais là, maintenant, comme ça, avec ces gens-là aux affaires, c'est impensable. Donc c'est moralement impensable et c'est politiquement du temps perdu. Ça sert à rien. Voilà. Ce qu'il fallait faire il y a 15 jours, c'était libérer les otages, arrêter les combats, arrêter aussi les victimes civiles palestiniennes, parce que c'est inévitable, il y en a trop. C'est ça l'urgence, c'est pas de déclarer un État palestinien pour l'agneau nunca, comme disent les Mexicains, mes amis. Une question de Rachel Kahn. Vous avez parlé de la Neshama et de la civilisation, de l'âme et de la civilisation. La civilisation aussi, c'est le droit. Est-ce que vous pensez que le droit international aujourd'hui répond à son devoir de civilisation ? Non, le droit international il est foulé aux pieds par ceux qui en sont les garants. Vous savez, quand on annonce que va entrer au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies un représentant du Pakistan, c'est une blague. Quand les garants, quand la Cour pénale internationale, pas le tribunal de l'Haye, quand la Cour pénale internationale inculpe il y a 1 an Israël, le premier ministre d'Israël, Netanyahou, au même titre que feu le commandant du Hamas, Yahya Sinwar, au nom du droit, on se dit que ces gens, c'est pas le droit qui est en cause, ce sont les gardiens du droit qui se fourvoient, qui le foulent aux pieds et qui l'insultent. Donc aujourd'hui, nous avons un droit international auquel moi je crois. Moi j'ai beaucoup cru et je continue de croire, par exemple, à la justice internationale. Mais il faut des bons gardiens pour qu'une justice soit bonne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces Nations Unies ont perdu tout honneur. Ces grandes institutions internationales sont perdues. C'est ça la vraie question. Est-ce que vous allez pardonner à tous ceux qui, depuis 2 ans, vous le disiez, ont nazifié Israël, ont parlé de génocide, certains disent ni oubli ni pardon. C'est quoi votre position à vous, Bernard-Henri Lévy ? Je pense à certains politiques de gauche en France. Ni oubli. J'espère surtout qu'eux-mêmes arriveront à vivre, à continuer à faire de la politique, à continuer éventuellement à nous donner des leçons, après toutes les horreurs, les imbécilités qu'ils ont proférées depuis 2 ans. C'est eux leur question, ils sont face à leur conscience. De toute façon, vous savez, c'est des gens avec lesquels, de toute manière, je n'ai rien de commun. Mais le problème, c'est eux. Comment on fait pour continuer à parler,
à s'adresser à ses concitoyens quand on a proféré de telles insanités, quand on a insulté les victimes du 7 octobre, quand on a mis en doute la parole des femmes violées, quand on s'est moqué de telle ou telle victime ou toute petite victime du 7 octobre. Comment on fait ? C'est à eux que je pense. Comment ils vont faire pour vivre avec ça ? J'ai peur qu'ils vivent très bien avec. Ils ont justifié l'antisémitisme en France qui explose. Ils l'ont fait plus que le justifier. Ils l'ont alimenté. Oui, ils ont mis du charbon dans la chaudière. Ils se sont conduits comme des incendiaires des esprits. On peut pas impunément tenir des meetings, aller à la télévision, faire des déclarations où on dit que tous les Juifs sont complices d'Israël, que tout Israël est un État génocidaire et que les Palestiniens sont le sel de la terre, et puis après s'étonner qu'il y ait des abrutis, des simples d'esprit ou des canailles pour rouer de coups un rabbin ou pour violer une enfant, pour la punir des supposés crimes d'Israël. Donc bien sûr qu'il y a une relation de cause à effet entre des propos d'autorité tenus par des femmes et des hommes d'autorité, des leaders de partis, et puis les actes criminels qui ont été commis. Il y a une relation de cause à effet, évidemment. Merci beaucoup d'être venu ce soir, Bernard-Henri Lévy, pour célébrer cette libération des otages israéliens. Oui, et c'est ça aujourd'hui qui doit l'emporter. Restons sur la célébration de la vie.